Et bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Du coup, nous, on va vous parler des dispositifs de l'aide publique au développement sous le prisme de à quoi servent nos impôts. Pour que vous compreniez un petit peu plus les enjeux sur le terrain, aussi tout ce qui est mécanisme de financement. La question des financements, d'aide publique au développement, je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est un sujet d'actualité. On est dans un contexte actuel assez tendu là-dessus, avec un gros paradigme en termes d'évolution de l'aide, des politiques d'aide et des besoins qui sont constatés actuellement sur le terrain. Donc on va évoquer ces sujets-là aujourd'hui, pas seulement sur le plan purement financier, hein, mais aussi sur le plan organisationnel, l'approche éthique, politique et tout ça qu'il peut y avoir autour de ces sujets. Donc moi je me présente, je m'appelle Jeffrey Vignal, je suis responsable du master analyse de crise action humanitaire à l'université Savoie-Mont-Blanc. À côté, moi je suis un humanitaire de terrain, je travaille sur le terrain depuis 2014. Et donc on va essayer d'illustrer un petit peu ces sujets-là là-dessus. En termes d'organisation, on va essayer d'avoir un débat un petit peu plus dynamique, pas faire un cours magistral universitaire là-dessus. Du coup, on va lancer, les débats, les présentations, et on enchaînera directement sur des sessions de questions. Donc bien évidemment, vos participations sont les bienvenus, sont même attendus, et on fera au mieux pour contribuer tout ça au débat. Du coup, je passe la parole à mes co-animateurs qui vont se présenter les organisations pour lesquelles ils travaillent. Je commence ? Allez-y. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Anne-Dorine Maten. Je gère le service de la solidarité internationale du canton de Genève. Donc je m'exprime en fait en tant que bailleur de fonds, en soutien à la coopération internationale. J'aimerais tout d'abord remercier infiniment les organisateurs de Soliway d'avoir invité le canton de Genève. On est ravis d'être là. Je me réjouis aussi beaucoup d'échanger avec Stanislas et Jeffrey, et puis avec vous, évidemment. On s'est dit avec Stanislas que c'était bien peut-être qu'on présente rapidement nos organisations, comme ça vous voyez en fait qui on est, comment on fonctionne. Le canton de Genève a un attachement assez long à la coopération internationale. En fait, en Suisse, vous savez qu'on est un État fédéral. Le canton de Genève est le tout premier à avoir adopté une loi qui demandait à notre gouvernement de dédier un pourcentage de ses recettes en soutien à des projets de coopération internationale, donc en soutien à l'aide internationale. On a été le tout premier du genre. C'était une loi qui a été adoptée, qui s'appelle une loi sur la solidarité internationale. Je pense que c'est parce qu'on a un tissu associatif assez grand à Genève. On compte plus ou moins 460 ONG qui sont engagées dans la coopération internationale. Et aujourd'hui, parce que justement, Geoffrey, tu parlais d'un changement de paradigme. Donc, aujourd'hui, on a une enveloppe annuelle de 17 millions. Alors, si on compare à un bailleur de fonds comme l'AFD, c'est très petit, ça c'est clair. Donc, en fait, si vous voulez, dans l'échiquier des bailleurs de fonds, on est un tout petit bailleur de fonds. Ce qui est intéressant par rapport à la tendance actuelle, par contre, c'est qu'on est un bailleur de fonds qui, depuis 20 ans, n'a pas cessé d'augmenter cette enveloppe. Et on essaye d'être très constant et donc très prévisible. Ce que les ONG, qui sont nos principaux partenaires, demandent, c'est de pouvoir planifier sur les prochaines années comment ils vont travailler. Et quand ils savent que le canton de Genève sera à leur côté, c'est effectivement beaucoup plus simple que si d'un coup il y a un changement et qu'on retire en fait les financements. Donc moi j'ai pris cette position en août 2023. Dans le cadre de mes fonctions, je suis amenée à beaucoup avoir l'interface avec des politiques. Mon rôle, c'est aussi de répondre à des questions internationales qui sont posées par nos instances politiques. Ce qui est assez intéressant comme bailleur de fonds, c'est que ce que nous demandent beaucoup nos autorités politiques, c'est comment on dépense cet argent. C'est quoi nos procédures, comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on mesure l'impact, mais jamais en fait sur la pertinence, ce que je trouve extrêmement intéressant. Jamais quelqu'un m'a demandé, mais en fait pourquoi vous financez des objets à l'international, à quoi ça sert? Donc ça c'est encore un acquis.
rien n'est jamais acquis, hein. On en parlait avec Stanislas, donc ça c'est très clair. Donc nous, on travaille aussi avec nos partenaires pour faire des actions de sensibilisation, des manifestations pour que le public, mais aussi nos instances politiques comprennent la valeur ajoutée de la coopération internationale. Mais aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que cette enveloppe, elle n'est pas fondamentalement remise en question. Parce qu'ils pourraient nous dire, oh, mais ces 17 millions, on pourrait très bien les investir en fait pour d'autres choses à Genève. Donc pour l'instant, c'est pas le débat. Ce que j'ai constaté, c'est que c'est plutôt la tendance inverse. C'est qu'en plus des 17 millions que l'on alloue, après je vous dirai comment on les alloue, notre gouvernement ou notre Parlement a la possibilité d'adopter ce qu'on appelle des crédits extraordinaires, donc d'adopter de l'argent en plus pour des contextes qui sont en souffrance, qui n'ont pas suffisamment de moyens financiers. Un, évidemment, c'est le Soudan, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on va en parler avec Stanislas. Mais l'année dernière, on a donné 5 millions en plus à Médecins sans frontières suisse, qui n'arrivait pas à faire de la levée de fonds pour le Soudan. Et on a aussi financé le Liban dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. Donc on a donné aussi 4 millions de francs pour le Liban. Donc ça s'ajoute, si vous voulez, à ce qu'on finance. Je vais rapidement conclure, juste pour vous dire que ce que nous, on finance, donc si vous voulez, dans ces 17 millions, on a des partenaires stratégiques. Donc, notre gouvernement a reconnu qu'il y a des organisations qui font un travail critique et qui ont un financement flexible. Donc, sur 4 ans, on finance leurs opérations. Il y en a 2. Une, c'est Médecins sans frontières suisse, et l'autre, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. Quand on les finance, comme on sait que c'est des organisations qui sont reconnues extrêmement professionnelles, il n'y a pas de conditions. La seule chose qu'on leur demande, c'est investissez cet argent dans des contextes qui sont sous-financés. On y reviendra avant, parce que maintenant, il y a beaucoup de contextes qui sont parfaitement invisibilisés. Ils ne sont plus financés, il n'y a plus d'attention politique, plus d'attention médiatique. Donc nous, on dit utiliser notre argent pour les populations qui vivent particulièrement dans ces contextes, parce qu'ils sont doublement affectés. Ensuite, on a une enveloppe de plus ou moins 6 à 7 millions de francs de Suisse. Et ça va être pour des ONG qui sont basées à Genève et qui travaillent dans différents domaines. Je pourrais revenir après plus en détail. Mais le domaine que nous, on finance le plus, c'est la protection des droits de l'homme. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les droits de l'homme, ils sont beaucoup à Genève, en fait. Vous savez que le Conseil des droits de l'homme ne se réunit qu'à Genève. Tous les mécanismes pour la promotion et la protection des droits de l'homme sont à Genève, et donc il y a beaucoup d'ONG qui s'engagent pour rappeler aux États quelles sont leurs obligations en fait en matière de droits humains. Et puis peut-être que je m'arrête là, je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, et j'aimerais bien passer la parole à Stanislas, à moins que Geoffrey, tu veux que j'explique quelque chose qui n'était pas clair. Non, c'est bon. Merci beaucoup Anne pour cette présentation. Merci aussi effectivement pour cette possibilité d'échanger avec vous. On va essayer d'avoir une présentation aussi pédagogique et didactique que possible, donc n'hésitez pas tout à l'heure, si vous voulez qu'on revienne sur des points qu'on aura présentés, pour expliquer à quoi servent vos impôts, parce que c'était ce qui était dans le titre de la présentation. Donc moi, je suis Stanislas Bonnet, je suis le directeur général de Triangle Génération Humanitaire. Donc c'est intéressant parce que sur cette table, on a le côté bailleur, financeur et partenaire financier, parce que on aime à dire que les bailleurs sont des partenaires financiers. Et donc moi qui représente une ONG, c'est une ONG qui a été fondée il y a un peu plus de 30 ans à Lyon, qui est, on a l'habitude de dire, on est la plus petite des grosses ONG françaises, donc dans le panorama des grosses MSF, MDM, Action contre la faim. On est un petit peu le petit poussé, mais on est un des acteurs importants dans le panorama français des ONG françaises. Moi, j'ai pris ce poste il y a un peu plus d'un an, donc on est tous les deux un peu récents sur nos postes, mais je suis un pur produit de l'humanitaire. J'ai fait toute ma carrière depuis mes tout débuts en 1992 au Mozambique dans l'humanitaire. Donc Triangle, on est présent dans 13 pays dans le monde, alors 12 parce qu'on vient de suspendre nos opérations en Corée du Nord, qui était un petit peu je ne vais pas dire l'anomalie, mais le côté un peu curieux de Triangle. Si vous voulez qu'on parle de Corée du Nord, on en reparlera. Mais donc on est présent dans 12 pays, actifs dans 12 pays dans le monde. Vous avez ici sur la carte essentiellement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, avec une présence historique en Ukraine. On travaille sur 3 secteurs d'intervention.
tout ce qui est eau et assainissement, donc la WASH, tout ce qui est éducation et protection, et on reviendra sur les activités quand on parlera tout à l'heure du Soudan, et sécurité alimentaire et moyens de subsistance. Et on intervient dans ce qui est aujourd'hui appelé le Nexus, et qui est un petit peu ce triangle. Je pense qu'on aurait dû déposer l'idée de Nexus il y a 30 ans, on aurait gagné de l'argent, des royalties. Donc on intervient sur le Nexus, c'est-à-dire la phase d'urgence, la phase de réhabilitation et la phase de développement. Donc pour nous, ce qui est important, c'est intervenir dans une urgence tout en ayant toujours en tête le long terme et s'inscrire dans la durée. Par exemple, au Népal, sur la carte, on est intervenu après le tremblement de terre, dont je n'ai pas la date exacte, dans les années 2010. Et aujourd'hui, on continue à développer des projets de développement de filières agroécologiques dans le pays, avec une beaucoup plus petite structure. En Ukraine, on était présent, on est intervenu après l'invasion de la Crimée. On était sur cette phase de conflit à bas bruit autour du Donetsk et donc phase de réhabilitation. Et quand l'invasion russe a commencé en 2022, on a pu développer des gros projets d'urgence et avoir des gros programmes. Donc on est toujours sur ces trois phases-là. Et puis, dernière caractéristique de Triangle, on n'est financé aujourd'hui que sur des fonds, ce qu'on appelle les fonds institutionnels. On reviendra peut-être, si ça vous intéresse, pour parler un petit peu comment ça fonctionne en termes de financement. Mais donc, tout l'argent qu'on reçoit, nous, qu'elle soit essentiellement d'institutions publiques, France, Nations Unies, Union européenne, et les Américains, on va reparler de beaucoup de choses. On va reparler de ces financements, donc d'institutions publiques ou quelques fondations qui nous financent, mais on n'a pas ce qu'on appelle de la collecte grand public qui vient financer nos fonds propres pour financer des choses beaucoup plus moins dédiées à des projets. Donc tout l'argent qu'on reçoit va directement sur le terrain pour financer directement des activités que les bailleurs, nos partenaires, qu'on a pu présenter et qu'ils nous demandent de mettre en œuvre. Voilà, je crois que sur Triangle, c'est tout ce que je voulais vous dire. On répondra à vos questions tout à l'heure. Peut-être dire, on a donc sur ces 13 pays, on a donc un budget l'année dernière de 31 millions. On va passer probablement autour de 25 millions cette année. Et ça nous permettra de parler des coupes. Donc 31, plutôt 25 cette année. On a 50 expatriés sur le terrain et 500 staff national. Donc c'est cette proportion aussi qui est intéressante, de 1 pour 10, et qu'évidemment aujourd'hui, la plupart des collaborateurs de Triangle qui mettent en œuvre les projets sont du personnel qu'on recrute localement, même si on a la volonté de toujours permettre à des jeunes, on est aujourd'hui dans un salon de l'humanitaire, on essaye de permettre à des jeunes d'aller sur le terrain, dans un monde où on s'est beaucoup, alors j'aime pas le mot professionnalisé, parce que moi j'ai commencé il y a 30 ans, et j'espère qu'il y a 30 ans j'étais déjà un professionnel, mais dans un monde qui s'est institutionnalisé, démarrer dans la carrière humanitaire, c'est devenu compliqué, parce qu'on en voit plutôt des gens qui sont aguerris avec de l'expérience. À TGH, on aime parler des bébés TGH. C'est pas très gentil pour les jeunes, mais bon. Mais en tout cas, se dire qu'on offre la possibilité à des jeunes qui viennent faire des stages chez nous, notamment, d'aller sur le terrain. Donc, on respecte le fait qu'il y a du staff national qui doit monter en compétences, avoir des responsabilités et recruter autant que possible localement. Et on a des directeurs de programme au Népal, en Irak, qui sont nationaux, des directeurs pays qui sont nationaux, mais on essaye aussi d'offrir à des jeunes la possibilité d'aller sur le terrain, de faire une première mission. Donc on essaie de garder ces deux. Et pour moi, c'est important que ces échanges continuent à se faire. On est dans un monde où on érige beaucoup de murs, on se replie sur soi-même. Et pour moi, c'est important qu'on puisse contribuer à ces échanges culturels, à des gens qui partent sur le terrain, et aussi pour nous à faire venir des gens au siège. Voilà. Donc c'est un petit peu aussi une caractéristique. Donc je suis sûr qu'ici il y a quelques bébés TGH qui ont commencé à TGH, et puis malheureusement parfois ils partent. Enfin malheureusement, ils vont faire carrière ailleurs, mais ils ont toujours en tête TGH. Voilà. Donc TGH, Triangle Génération Humanitaire.
Merci à tous. Moi, pour rebondir là-dessus, comme je vous disais, moi, je suis responsable d'une formation. Toute cette partie de l'évolution des financements, des crises, etc., c'est aussi des questions qui ont des impacts sur la baisse du volume, dont on va parler juste après, les types des crises, la professionnalisation, la complexification des mécanismes de financement et la hausse des contraintes, des vérifications qui sont faites sur les ONG. C'est des choses qui ont des impacts sur l'entrée dans le monde du travail des jeunes humanitaires. Actuellement, le contexte est difficile. On sait que l'entrée dans le monde du travail dans notre milieu est difficile. Et nous, dans les formations, on prend aussi en compte ces aspects-là pour s'assurer que nos nouveaux humanitaires, les bébés, TGH, Solidarité, des autres organisations, que tout le monde arrive sur le terrain en ayant connaissance déjà de ces contraintes-là, en ayant connaissance des différents mécanismes et des impacts que ça peut avoir sur les réponses, sur les fonctionnements des organisations, et aussi de s'assurer qu'ils soient outillés dans la manière dont on les forme pour qu'ils puissent évoluer dans ce monde qui est quand même en évolution, répondre à ces contraintes et toujours garder en tête la vision principale, notre objectif final qui est de fournir une assistance aux populations en utilisant bien évidemment au mieux les ressources financières pour que des projets soient toujours les plus pertinents. Donc, on va revenir maintenant sur la partie, on va dire, de l'actualité qui est en lien avec la baisse de l'aide publique pour le développement, avec les points de vue, bien évidemment, côté bailleur, côté aussi organisation. Donc je me rends compte, en fait, on est tous des humanitaires autour de, comme panélistes. Moi, j'ai commencé ma carrière avec MSF et ensuite avec le CICR. Et ce que tu disais, Geoffrey, c'est clair que pour les personnes qui s'engageraient dans ce domaine maintenant, on a un changement de paradigme qui, moi, j'estime être sans précédent. Alors, il y a eu toujours beaucoup de fluctuations, la pratique a beaucoup changé. Moi, je suis comme toi, Stanislas, il y a toujours eu un très grand professionnalisme, un très grand engagement, mais par rapport à ceux dont les équipes étaient témoins sur le terrain, il y a eu une très grande adaptation de la pratique, ce qui, je pense, est très sain. Il y a aussi peut-être aussi un changement de paradigme que je trouve très important, c'est que maintenant on parle de, en bon français, de people-centered approach. On a été beaucoup plus sensible aussi de comment est-ce qu'on inclut les communautés dans la définition de nos programmes. Ça, je pense qu'il y avait une petite marge de manœuvre, en fait, une petite marge d'amélioration. Maintenant, c'est le cas. Ce qu'on vit aujourd'hui, alors ça fait 24 ans que je suis dans la coopération internationale. En fait, je ne l'ai jamais vu. Si vous voulez, donc, quand on parle de coopération internationale, il y a des villes en fait qui incarnent ce que c'est cette coopération internationale. Je pense que Genève en est une, au même titre que New York et que Nairobi. Quand on parle de coopération internationale ou de Genève, on parle d'un écosystème qui est assez unique et parce qu'il rassemble des audiences clés qui agissent en fait sur la coopération internationale. Il y en a 3. Un, c'est les États. C'est les États, parce que c'est eux évidemment qui financent, mais c'est eux aussi qui sont responsables de certaines obligations. Il faut savoir qu'à Genève, on a ce qu'on appelle l'universalité, donc on a presque tous les États du monde qui sont représentés. C'est évidemment les organisations internationales et c'est les organisations non gouvernementales. Genève est connue pour être un lieu d'échange, de dialogue. La coopération internationale repose beaucoup sur le dialogue. Et moins en fait sur l'imposition de la force. Genève est très inclusive, reconnaît que pour faire aussi avancer l'agenda de la coopération internationale, il faut regarder l'ensemble des personnes et des acteurs. Donc c'est une plateforme neutre qui est inclusive. On a plus ou moins 3000 conférences par année. C'est aussi un poids économique qui est très important. Pour notre canton, soyons bien clairs, ça représente 10% du PIB du canton de Genève. Aujourd'hui, tout ce système, il est largement menacé, on pourrait presque dire qu'il est sous attaque, puisque quand la nouvelle administration américaine a pris ses fonctions et qu'elle a commencé à émettre en fait ses décisions, ils sont revenus de manière assez drastique sur des engagements autour de la coopération internationale. Il faut savoir que historiquement, les États-Unis sont le premier
bailleurs de fonds de la coopération internationale. Et donc, ils ont coupé très drastiquement leur financement. Donc ça a une incidence, on peut passer à la suivante, très grande. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire que jusqu'à décembre 2024, cette coopération internationale qui était illustrée notamment par Genève était très dynamique. On accueillait entre 20 à 30 ONG par année. Cette dernière décennie, on a vu 10 nouvelles organisations qui se sont installées à Genève. Tout ça parce qu'en fait, elles contribuent à la coopération. Donc, elles voyaient un intérêt, elles avaient aussi les moyens de le faire. Aujourd'hui, le scénario est complètement différent. On est en train de consolider les chiffres. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'à cause notamment des coupes américaines, les organisations, qu'elles soient internationales ou les ONG, doivent réduire de 20% leur budget, ce qui est énorme. Et 20%, c'est très souvent, pour faire ces mesures d'économie, malheureusement, c'est très souvent sur les emplois. Ça a une incidence aussi, ce que tu dis, sur le recrutement de jeunes collaborateurs. On pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3000 postes déjà qui ont été perdus. Alors, nous, en tant que bailleurs de fonds, alors évidemment qu'on n'a pas les moyens financiers de compenser cette perte. On pense qu'avec le retrait, notamment et prioritairement de l'administration américaine, c'est 7 milliards par année qui ne sont plus dévolus à la coopération internationale. Donc c'est extrêmement difficile, j'ai envie de dire pour n'importe quel bailleur de fonds, de compenser avec 7 milliards. Par contre, quand on parle de l'écosystème, un acteur qui pour nous est très important, c'est la philanthropie. On pourra en discuter, je ne pense pas que c'est la panacée, mais c'est clair que nous, en tant que bailleurs de fonds qui cofinançons avec d'autres bailleurs, la philanthropie est un acteur très important pour nous. On a des fondations. Alors nous, on se concentre sur les fondations genevoises parce que c'est notre terrain économique. On a des fondations avec lesquelles on travaille depuis très longtemps. Et maintenant, on essaye d'étendre ce réseau. Aussi parce que les organisations doivent diversifier leurs sources de financement. Alors tout le monde leur dit « Ah, vous devez diversifier ». Mais en fait, c'est très dur de diversifier des sources de financement. D'autant plus aujourd'hui, il y a une compétition très grande pour l'accès au financement. Donc nous, en tant que bailleurs de fonds, on essaye de faciliter ces contacts pour que les organisations aient accès à ces nouvelles sources de financement et qu'on défende aussi leur travail, leur expertise et leur impact. Quand on parle de coopération internationale, et ça peut-être qu'on en viendra plus quand on parlera du Soudan, c'est des domaines clés. Hein. On parle de l'aide humanitaire, on parle de la prévention des conflits, de l'accès à la santé. Donc en fait, c'est des domaines qui sont extrêmement importants, qui sont maintenant largement fragilisés. Alors cette image-là, elle est particulièrement intéressante. Ça vous montre deux. Alors si vous voulez. Quand on parle de coopération internationale, il y avait quand même une faiblesse de base. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système qui dépendait largement de quelques bailleurs de fonds. Donc ça, c'est déjà une faiblesse de base. Dans ces bailleurs de fonds, les États-Unis avaient un poids prépondérant. Ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est un comparatif entre deux périodes. En fait, c'est une indication des financements qui sont octroyés par les plus grands bailleurs de fonds à 20 organisations. Mais en fait, comme c'est des organisations internationales, en fait, ça vous donne une idée des financements de la coopération internationale. Les Américains, ils ont continué à augmenter leur contribution jusqu'en 2023. Mais ce que vous constatez dans le graphique, c'est que ce qu'on appelle des bailleurs de fonds aussi traditionnels, qui sont beaucoup des bailleurs de fonds institutionnels, j'inclus d'ailleurs mon gouvernement, la Suisse, ont commencé à baisser. Et ça, à partir de 2022. Donc, si vous voulez, la décision de la nouvelle administration américaine qui a été assez brutale et très visible, en fait, elle a mis en exergue un désengagement des instances publiques qui existent maintenant depuis plusieurs années. Alors après, les raisons, on pourra en débattre avec Stanislas, mais c'est quand même bien de se rendre compte que c'est pas que les États-Unis. Et là, ouais, volontiers. Ouais, donc ça c'est un point important et on va prendre un petit moment pour parler un petit peu du contexte des baisses des financements qu'on est en train de voir. On a tous vu le 24 janvier, si je ne me trompe pas, cet executive order signé par Trump. C'est intéressant de noter que ça a été une des toutes premières actions qu'il a prises, c'est couper l'aide publique au développement. Mais ça a été un choc, on en a beaucoup parlé, mais tout ça s'inscrit dans le contexte que tu expliquais, où on a vu graduellement baisser des subventions bien avant cette annonce. Juste pour mémoire, UK, les Britanniques, qui sont un des premiers, qui font partie des premiers financeurs,
Dès la période Covid, ils étaient sur cette... avant, ils avaient une loi qui les obligeait à mettre 0,7% de leur PIB à l'aide publique au développement, qui est ce Graal qu'on demande et que seulement 5 pays parmi les donateurs avaient atteint jusqu'à présent, le Luxembourg, UK, les Allemands, et il m'en manque 2, les Suèdes, je crois. Donc, UK, ils avaient cette loi. Covid, ils passent une loi, ils disent on passe de 0,7 à 0,5%. Et puis là, il passe de 0,5 à 0,3%. On a vu des baisses du côté de l'Allemagne, moins 4,8 milliards sur 3 ans, du côté de la Belgique. Voilà, donc tout ça, on avait déjà un certain nombre de baisses. Les Américains sont arrivés et on a le sentiment, nous, que tout le monde s'est engouffré, en fait. Et c'est pour ça qu'on a un vrai changement de paradigme mondial et non pas seulement aux États-Unis. Tout le monde s'est engouffré pour dire, puisque les Américains baissent, il n'y a pas de raison que nous, on continue à financer. Tout ça dans un contexte économique difficile d'une part, et dans un contexte de guerre en Ukraine pour les pays européens importants, où on voit bien un shift de financement de l'aide publique au développement vers l'armement. C'est pas dit comme ça. Les Anglais l'ont dit clairement quand ils ont annoncé qu'ils passaient de 0,5% du PIB dédié à l'aide publique à 0,3%. Ils ont clairement dit que c'était parce qu'il fallait qu'ils abondent sur leur budget de la défense. Et peut-être pour faire un focus, et on reviendra sur la question des Américains, un focus sur la France, puisqu'on est ici en France. En France, sur le budget 2025, on a eu une baisse de 38% de l'aide publique au développement, 38%. Qui ont été coupés, 2,1 milliards qui ont été coupés. Et dans le budget qui est en train de se discuter, pas aujourd'hui parce qu'ils sont en week-end, mais hier et la semaine prochaine, on nous annonce une nouvelle baisse de 700 millions, ce qui veut dire qu'en 2 ans, on aurait coupé plus de 50% de l'aide publique au développement. Donc ce qui est considérable. On n'en parle pas beaucoup finalement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important qu'on puisse se le dire. C'est important que l'opinion publique s'empare de ça. C'est important que nous, ONG, on puisse travailler aussi sur ce narratif, sur la façon dont on explique le travail qu'on fait, qu'on explique pourquoi c'est important, qu'on explique que grâce à l'aide publique au développement, il y a 60 millions de vies qui ont été sauvées du VIH et de la tuberculose, qu'on a eu une augmentation de 30% de gens dans les pays dans lesquels on travaille, de jeunes qui ont pu aller à l'école secondaire. Donc il faut qu'on puisse expliquer ça, mais c'est important aussi que les citoyens, et pourtant les citoyens défendent de l'aide publique au développement. Quand on les interroge en France, il y a les 2 tiers des Français qui disent que c'est important. Mais aujourd'hui, on a ce discours qui est venu de Trump, et qu'on voit aujourd'hui poindre dans notre pays. On en parlait tout à l'heure avec Anne en Suisse, mais en France, un discours qui remet en cause l'enjeu de l'aide publique au développement en disant mais en fait pourquoi on va aider ces pays dans un monde où on est en conflit, on est là pour défendre nos intérêts. Je vous parlais de ce repli intérieur. Donc il est important qu'on puisse défendre ces notions de solidarité globalement qui sont aujourd'hui gravement remises en question. Non, j'aimerais juste rebondir là-dessus parce que ça, je pense que Stanislas a touché sur un point qui est essentiel et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. C'est pas comme si la coopération internationale avant l'arrivée de l'administration américaine avait toujours été immensément soutenue. Et puis il y a toujours eu des arbitrages au niveau des parlements. Ça c'est un fait. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une érosion progressive et acceptée de certaines normes internationales. Alors, on sait que le droit international humanitaire n'est pas respecté partout, que les droits humains non plus, mais on ne l'a jamais vu, je pense, à ce niveau-là, d'être aussi remis en question. Il y a aussi certains États qui remettent en question en disant mais finalement pourquoi est-ce qu'on a ce fameux droit de la guerre? Et puis comme disait Stanislas autour de ce narratif, c'est que tout d'un coup, il y avait quand même une réalisation qui avait une valeur ajoutée à la coopération internationale, qui avait une valeur ajoutée à la solidarité, et ça, on voit aussi un effritement. Et c'est vrai que toute cette question du narratif, alors nous, en tant que bailleurs de fonds, ça nous interpelle, parce que comment est-ce qu'on peut mettre en avant
nos partenaires qui font un travail extraordinaire, vraiment, et qui ont des incidences positives tous les jours sur le terrain. Donc nous, on essaye beaucoup de les faire venir dans notre Parlement fédéral pour que nos parlementaires réalisent concrètement qu'est-ce qu'ils font, mais aussi quels sont les contextes dans lesquels ils travaillent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les contextes sont de plus en plus volatiles. C'est dur, en fait, de faire de la coopération internationale. Donc qu'ils aient une plus grande proximité avec ce type de défi. Mais c'est vrai que ça, je pense que ça va être un agenda sur lequel on va devoir travailler, je dirais facilement, ces 2-3 prochaines années. On rebondit. La question qui se posait, c'est à quoi servent vos impôts? Donc, on vous a brossé un petit peu ce panorama inquiétant. Hein. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais s'il y a des jeunes qui veulent se lancer dans le secteur, on vous encourage bien sûr à continuer, mais tout en étant conscient que ce monde est en train de changer et qu'on ne fera pas marche arrière. On espère tous qu'il y a des choses qui vont changer, bouger, évoluer, mais on a eu un recul cette année 2025 qui est très brutal, qui s'inscrit, comme je vous disais, dans une évolution qui est en train de s'accélérer. Si les choses devaient changer dans quelques années, ça va prendre du temps pour changer. Tout ça arrive dans un contexte, pour être un peu optimiste quand même, où il y avait une forte augmentation. Hein. Les années 2010 ont été un peu les années dorées du secteur humanitaire, du secteur de l'aide. Il y a eu une très forte augmentation globalement. Hein. On voyait chaque année l'aide publique au développement augmenter. C'est que l'année dernière que cette aide publique au développement a commencé à baisser. 2024, 2025, on aura une baisse importante. Donc on a eu une très forte hausse. Donc là, on redescend fortement. On retrouve des niveaux qui finalement étaient ceux d'il y a quelques années, pas très longtemps en arrière. Mais ce qui est un petit peu plus préoccupant, c'est effectivement le discours qui est derrière, un discours un peu décomplexé. Voilà. Je voulais revenir sur la question, puisqu'on nous a demandé de parler un petit peu de ce côté, à quoi servaient nos impôts. Redire quand même que l'aide publique au développement, elle est, parce qu'aujourd'hui on voit qu'elle est re-questionnée sur le narratif, mais aussi sur le fait qu'on gaspillerait l'argent, etc. Je veux redire parmi ce public ici que on gère notre argent de façon très sérieuse, et je pense que ça c'est important de le dire. En plus, il y a un bailleur de fonds qui est à côté de moi, donc je vais lui dire qu'on gère ça hyper sérieusement. Mais juste redire que on travaille avec des financements qui sont souvent, la plupart du temps, faits par des appels d'offres. Donc on travaille en permanence à essayer de répondre le mieux possible, et les partenaires financiers vont vraiment nous challenger pour que ce qu'on propose soit quelque chose de pertinent en termes d'impact, en termes de gestion des fonds, etc. Tout cet argent, évidemment, il y a un très fort suivi. On a des rapports. Si vous travaillez avec des financements américains, vous devez faire un rapport trimestriel tous les 3 mois, financier narratif. Donc il y a vraiment un suivi. Si vous discutez avec des gens qui travaillent dans des grandes entreprises du CAC 40 qui gèrent des milliards d'argent, et vous leur dites combien d'audits on a chaque année pour vérifier que l'argent est bien employé, ils nous riraient au nez en disant mais vous êtes complètement fous dans ces secteurs. J'étais Handicap International avant de joindre TGH, je n'ai pas les chiffres de TGH, mais Handicap International avec un budget autour de 280 millions d'euros, c'était 150 audits par an. 150. Donc on avait 10 audits par mois à gérer. 10 audits, et parfois sur le même projet, parce que vous aviez 2 financeurs différents, vous aviez 2 audits. Et un audit, il y a 2 jours, il y a des auditeurs qui nous ont demandé de leur fournir les cartes d'embarquement pour prouver qu'on avait bien pris l'avion. Alors que moi je suis arrivé, j'ai dit arrêtez de mettre les cartes d'embarquement dans les dizaines de cartons qu'on a derrière stockés, parce que ça sert à rien. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, vous avez votre carte d'embarquement sur votre téléphone portable, mais on a des auditeurs qui nous demandent de montrer leur carte d'embarquement. Et puis, j'aime bien parler, parce que quand j'étais à Handicap, c'était mon sujet favori, c'était ce qu'on appelle, alors j'oublie toujours l'acronyme, lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme, LBTF, c'est ça, ou COTER, contre-terrorisme. On a aujourd'hui des bailleurs qui nous posent des règles complètement délirantes autour de la question de ce financement du terrorisme. Évidemment, en tant qu'ONG, on ne veut pas financer le terrorisme. Le terrorisme va bien à l'encontre
de nos valeurs et de tout ce qu'on défend. Donc on ne finance pas le terrorisme, mais on est devenu dans un tel système un peu paranoïaque qu'on a des règles, notamment en France, que nous impose l'Agence française de développement, qui est l'agence qui gère les financements de développement, où on nous demande d'aller screener, donc d'aller vérifier l'ensemble de nos fournisseurs, de nos partenaires, mais aussi, et on s'est battu et on a gagné contre l'AFD, de nos bénéficiaires. Donc il aurait fallu que on aille vérifier parmi les gens avec lesquels on travaille qui ne sont pas inscrits sur les listes de contre-terrorisme, de fraude, etc. Ces listes-là, c'est 2500 personnes dans le monde, à peu près, 3000 maintenant que depuis la guerre en Ukraine, puisqu'il y a des gens qui se sont rajoutés, et c'est pas Jouan, Mohamed ou je ne sais qui avec lesquels on travaille. Voilà, donc on a des règles qui sont complètement délirantes et on dit à nos bailleurs de fonds, mais je suis sûr que le canton de Genève n'a pas ces règles délirantes, on leur dit aujourd'hui il y a moins d'argent, on le voit tous, soyons plus efficaces, on veut être efficace, on veut s'assurer que l'argent qu'on dépense, il est utilisé à bon escient, on veut travailler sur l'impact de nos projets, c'est ça qui est important, mais vous demandez des règles et donc de l'argent, des équipes sur le terrain à gérer des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous assure que l'argent, même si on n'échappe pas de temps en temps à un scandale et à des brebis galeuses, mais je vous assure qu'on a un niveau de contrôle et de gestion de l'argent qui est très sérieux. En effet, on peut même avoir, pour abonder là-dessus, des fois des situations ubuesques où les règles de contrôle pour éviter que de l'argent aille vers des pays qui pourraient financer le terrorisme, couplé aux contraintes des mécanismes de financement, rendent des situations très cocasses. Il y a des fois où, comme disait Stanislas, tous les 3 mois, on doit envoyer des rapports au gouvernement américain pour justifier comment on a utilisé les fonds sur la période précédente et demander les nouveaux. Et pour obtenir les fonds pour la prochaine période, des fois les transferts internationaux sont bloqués parce que le contrat du gouvernement américain pour un projet en Syrie, le transfert est bloqué par la Fed parce que le projet est en Syrie. Donc bloqué du gouvernement américain par le gouvernement américain. Donc tout ça, on vous parle de blocage, de contraintes, etc. Et ça a un impact aussi sur l'efficience. On ne reçoit pas les fonds sur le terrain dans les temps, vous doutez bien que ça peut avoir des impacts aussi sur la manière dont on gère les projets. Donc jusque-là, on a vu un petit peu tous ces mécanismes, cette dynamique dans les coupes aussi, et on voit aussi donc ce monde qui évolue, les contraintes qui sont de plus en plus fortes sur le financement de l'aide internationale, qui ont des impacts sur le fonctionnement des ONG. Le paradigme, il change aussi en lien avec la pertinence de la réponse et des besoins réels qu'on voit sur le terrain. C'est pas forcément le critère décisif des besoins qui sont effectivement remontés ou de la dureté des crises qui va forcément orienter les financements. Pour ça, on va faire un petit focus sur la question du Soudan, qui est un cas d'école actuel d'une des crises qui est une crise qui est majeure, une crise qui n'est pas sur le point de trouver une issue rapide au conflit, et pourtant une crise qui ne va pas attirer forcément tous les financements, ou en tout cas la question de pouvoir intervenir dans ces zones-là et pouvoir apporter l'assistance aux populations qui en ont besoin, se heurte aussi à cette réalité des financements et du fléchage de l'utilisation des fonds publics. Peut-être 2-3 mots sur le Soudan. Ça permettra de rentrer sur un cas un peu précis. Puis après, je pense qu'on pourra ouvrir le débat et les questions. Juste vous redire qu'on a parlé des réductions des financements dans un monde où les besoins sont en augmentation constante. On aimerait qu'il y ait moins de besoins et qu'avec moins d'argent, on puisse avoir moins de besoins, mais ce n'est pas la réalité. Et donc la réalité, c'est qu'il y a plus de besoins, qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne fera pas plus avec moins. Ça, je crois qu'il y a une illusion de la part des bailleurs en disant « mais vous pouvez être plus efficace, etc. »
on ne fera pas plus avec moins, ça c'est pas possible. On peut essayer de faire mieux, il y a sûrement des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, on essaye de le faire, mais faire plus avec moins, c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, on a dans le monde, avant de passer au Soudan, dans le monde, on a 305 millions de personnes qui ont été identifiées par les Nations Unies comme en besoin humanitaire. 305 millions. Face à la situation des coupes, on a fait un truc, donc OCHA, qui est l'agence de coordination de l'aide humanitaire, Tom Fletcher a fait un truc qu'on n'avait jamais vu. Ils ont fait de l'hyper-priorisation. Et dire, chaque année, ils faisaient leur annonce, on a besoin d'argent pour couvrir les 305 millions de personnes en besoin dans le monde. Et ils essaient de couvrir ça. Et puis cette année, ils ont dit, en fait, comme il n'y a pas d'argent, qu'on sait qu'on n'y arrivera pas, que chaque année on a du mal, et on va vous dire sur les 305 millions, on va en retenir 105 millions. Et c'est notre hyper-priorisation. Donc on est vraiment en train de trier les besoins et de se dire qu'on va prioriser, hyper prioriser, pour pouvoir avoir au moins l'argent pour assister 305 millions. Dans ces 305 millions, il y en a une bonne partie qui sont au Soudan. Donc le Soudan, je ne vais pas vous faire l'historique du Soudan, mais très rapidement, vous vous rappelez que donc en 2023, suite à la transition qu'il y avait eu à la chute du régime précédent, en 2023, les deux partis qui étaient militaires, qui étaient au pouvoir au Soudan, ont commencé à entrer en conflit. Donc la guerre a éclaté à Khartoum. Donc depuis 2023, on a un conflit intérieur très important qui a transformé ce pays en la plus importante crise humanitaire au monde. On parle beaucoup de l'Ukraine, on parle de Gaza, qui sont effectivement deux enjeux humanitaires très importants, mais n'oublions pas que le Soudan est la plus grande crise humanitaire au monde. On a 30 millions de personnes qui sont en besoin d'aide dans ce pays. C'est un tiers de la population. On a plus de 3 millions de personnes qui sont réfugiées, c'est-à-dire qui ont quitté le Soudan pour aller à l'étranger, et notamment au Tchad, avec des risques de déstabilisation importants, et 9 millions de déplacés internes dans le pays, donc la différence IDP, réfugiés. Tout ça dans un contexte malheureusement de violences terribles, de viols, de mariages forcés, de choses vraiment terribles. Et donc je dis n'oublions pas, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on en a parlé tout récemment suite à la chute de El Fasher. Donc El Fasher, vous le voyez sur la carte, c'est tout à l'ouest, pardon. C'était la dernière ville qui était tenue par les forces gouvernementales. Grosso modo, vous avez l'Est qui est tenu par les forces gouvernementales qui ont repris Khartoum il y a peu de temps. Et l'Est qui est tenu par les forces gouvernementales, forces gouvernementales, et l'Ouest qui est tenu par les RSF, les forces de soutien rapide. Et donc ils viennent de reprendre la ville de El Fasher. Donc nous, TGH, on est présent au Darfour depuis 2004. Donc ça fait vraiment partie, quand je vous disais qu'on est là pour s'inscrire dans le long terme, on est intervenu au Darfour en 2004 quand il y a eu cette grosse crise. Et au moment où la situation s'est un peu stabilisée, on est resté pour essayer de rentrer dans des projets un petit peu plus de long terme. Et donc aujourd'hui, on est présent donc juste à côté, à Golo. Et donc ce qui nous permet d'intervenir à Tawila. Tawila, c'est une des villes qui est tenue par une faction qui n'est pas complètement alignée avec les RSF. Donc il y a beaucoup de personnes de El Fasher. Non, il y a des personnes de El Fasher qui sont parties. C'était déjà un endroit avec un énorme camp de réfugiés, je ne sais pas combien de personnes, mais des dizaines de milliers de personnes qui sont là. Avec la chute d'El Fasher, on a un certain nombre de personnes qui sont arrivées. Je dis pas tant que ça, parce que finalement, ce qui est plus préoccupant, c'est pas l'afflux de personnes, mais le fait qu'il n'y a pas un afflux massif, ce qui veut dire que soit les personnes ne peuvent pas venir,
soit donc elles sont retenues, soit dans le pire des cas qu'elles ont été tuées. Et on sait qu'il y a eu des massacres terribles à El Fasher. Donc on voit arriver pas mal de femmes et d'enfants, mais très peu d'hommes, ce qui est tout particulièrement inquiétant. Donc nous, à Taouila, on intervenait déjà à Taouila dans ce camp, et on mène des projets qu'on appelle des espaces amis des enfants. En anglais, Safe Space, Children Safe Space. Donc c'est un dispositif qui a été formalisé, institutionnalisé dans les camps de réfugiés notamment, qui permet de créer un espace où les enfants peuvent se retrouver en sécurité, avoir des activités éducatives, récréatives, donc les sortir de leur quotidien, mais surtout d'aller identifier des enfants qui seraient en souffrance, et ça nous permet ensuite de faire du case management, donc d'identifier les enfants, de les accompagner ou de les référer vers des structures spécialisées de soutien psychologique. Donc on a tout un travail de soutien psychologique, psychosocial avec les déplacés. On a fait la distribution de kits alimentaires, de kits, ce qu'on appelle les non-food items, donc tout ce qui n'est pas alimentaire, mais des bidons d'eau, des choses comme ça. Des kits, ce qu'on appelle les kits de dignité pour les adolescentes, notamment tout ce qui est protection. Et on fait de la distribution d'eau dans le camp avec du water trucking, donc des camions qui mènent à amener de l'eau. Voilà, avec un enjeu, pour rebondir sur ce qu'on a dit, de réduction des financements, mais je nuancerai un tout petit peu parce que le Soudan est quand même relativement bien financé aujourd'hui, puisque ça reste une crise humanitaire et que l'humanitaire, dans ce marasme qu'on traverse, reste quand même financé. Donc le Soudan, de façon un peu surprenante, on a eu au Soudan, on était financé par les Américains, donc 24 janvier, executive order, on arrête tout. Après, on a eu le waiver, donc tout ce qui est exemption pour tout ce qui est humanitaire, life saving, sauver des vies. Est-ce que l'activité psychosociale sauve des vies ou pas? Mes équipes me disent que oui. Je leur dis que les gens de Doge, de Elon Musk, vont peut-être pas avoir la même interprétation, que ça veut dire que les coûts seront peut-être pas éligibles. Donc ça a été des déchirements. Et puis finalement, ils ont repris les financements et puis ils nous ont même rajouté de l'argent. Donc j'ai un peu du mal à comprendre, mais comme j'ai pas envie d'être dans la tête de Trump, je ne suis pas capable de savoir quelle est la politique américaine. Donc relativement financement, mais en tout cas, pour revenir sur ce qu'on a dit, on est dans un désordre mondial total. Les UN n'ont plus la capacité d'intervenir parce que le problème au Soudan, c'est avant tout des pays extérieurs qui financent ce conflit, les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Arabie saoudite, et aujourd'hui, personne dans ce monde multilatéral qui est en décomposition, personne ne va dire stop à ces financements, et il serait, me semble-t-il, relativement aisé d'arriver à ces flux financiers, ces flux d'armes et de soutien pour mettre fin, en tout cas limiter ce conflit. Merci. Du coup, comme on vous l'a dit au début, on va laisser du temps pour que vous puissiez poser vos questions, puisqu'on puisse continuer à échanger là-dessus. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ont des questions, c'est bienvenu. On voit qu'il y a quelqu'un qui est très motivé pour une question. C'est bien, ça brise la glace. Comme ça. Ah bah oui. Est-ce que quelqu'un peut faire circuler un micro? Attendez, je vais vous l'amener. Merci à tous les trois. Très intéressant. Le Soudan me parle beaucoup. Nous avons discuté tout à l'heure. Le Soudan me parle beaucoup, ayant travaillé 2 fois là-bas, une fois en tant que représentant de Médecins sans frontières, il y a bien longtemps. Et la dernière fois pendant 3 ans comme directeur de programme du programme des Nations Unies pour le développement. Et on avait un gros financement sur Darfour par le Qatar. Donc c'était, quand vous parlez des pays du Golfe, tout ça, il y a des intérêts. Là, c'était pas des intérêts militaires, mais il y a des intérêts économiques effectivement sous-jacents. Donc je voulais faire juste cette petite parenthèse au départ, mais ma question était plutôt pour Anne de Riedmaten, sur la base de tout ce que vous avez dit. Si je pouvais résumer un petit peu les trois enjeux principaux qui font qu'il y a une baisse de financement. L'une d'entre elles, et vous l'avez mentionné, Stanislas, c'est le transfert d'argent de l'humanitaire au militaire, ce qui est un sacré paradoxe, une sacrée ironie quand même, de passer d'un extrême à l'autre.
Mais dans le contexte de la crise en Europe, on peut le comprendre, et de la panique par rapport à la question ukrainienne, parce qu'au Japon, ce n'est pas le cas, dans les pays du Golfe, ce n'est pas le cas, les financements continuent à être plus ou moins réguliers. C'est en particulier européens et nord-américains, les coupures. La deuxième, c'est la crise économique, en général, dont vous parlez, et qui fait en fait en sorte que la demande d'efficacité, les audits, tout ça, sont beaucoup plus sévères à cause de cette crise économique. Donc la pression, quand on a la pression sur son dos en tant que bailleur, on met la pression aussi sur les personnes qui travaillent. Ça, c'est l'élément numéro 2. Et l'élément numéro 3, vous en avez parlé aussi, c'est le côté idéologique. On passe du multilatéralisme vers du bilatéralisme et vers le repli sur soi. Ce qui est lié à 2 éléments que je voudrais rajouter, et je finirai là-dessus. Le 4e, c'est au-delà de l'idéologie, au-delà de la transformation en idéologie, il y a toute la question migratoire, la migration. Parce que beaucoup de bailleurs de fonds donnent comme argument principal, un des arguments, on a suffisamment donné d'argent à l'international, maintenant ces gens-là viennent chez nous, donc cet argent qu'on alloue ailleurs doit maintenant être donné à ces migrants, ces mêmes migrants, mais chez nous. Les British l'ont fait. Et ils comptent dans leur calcul du 0,7% l'argent qu'ils donnent aux migrants qui sont venus chez eux. Donc c'est assez intéressant. Et enfin, le dernier élément, c'est que la demande a changé. Vous avez parlé des accusations d'espionnage, etc. Vous avez beaucoup de pays dans le Sud, on n'a peut-être pas envie d'en parler, mais qui se sont braqués contre l'aide internationale et qui se disent on peut se débrouiller tout seul, on n'a plus besoin de présence internationale, tout ça, ces compétences peuvent être faites sur place. Et donc peut-être que ça influence les bailleurs internationaux, le fait qu'on n'a pas besoin d'autant d'internationaux que pendant la période, l'âge d'or de l'international humanitaire dont vous parliez tout à l'heure. Et donc ma question, après tout ce que j'ai dit, c'était à vous, c'était de tous ces problèmes, de tous ces éléments, qu'est-ce qui fait que la Suisse, qui est en bien meilleure santé financière, qui n'a pas transformé son argent de l'humanitaire à transférer son argent de l'humanitaire au militaire, pourquoi est-ce que la Suisse risque de baisser ou baisse déjà aussi ses financements humanitaires et de développement? Merci et désolé pour avoir été long. Non, mais on est tout à fait aligné avec vos propos. Alors, il faut que je nuance. En ma capacité de canton, je ne peux pas m'exprimer au nom de la Suisse. Donc ça, il faut nuancer. Bien sûr, j'ai pas une position. Non, mais il n'y a aucun problème. J'ai pas une position officielle parce que je ne peux pas parler au nom de nos autorités fédérales. Ce que l'on a constaté dans les arbitrages, c'est que il y a quand même en fait un narratif assez fort autour de la sécurité. Et ça, il est très présent même chez nous. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu un shift très clair avec le début de la guerre en Ukraine. Et on le ressent aussi chez nous, très, très clairement. Et donc je pense que cet arbitrage, il est quand même à ce niveau-là. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que nous, par contre, au niveau des cantonales, on en discutait avec Stanislas, tous les cantons, on a des lobbyistes. Ça fait partie, en fait. Donc, et nous, on a un lobbyiste qui milite pour la Genève internationale, donc qui milite pour la coopération internationale. Les points que nous, on essaie de faire, c'est que on ne peut pas ignorer l'agenda sécuritaire. Ça, c'est sûr. On n'a pas eu de guerre en Europe depuis 50 ans. Je pense que ça a été un traumatisme très grand, la guerre en Ukraine. Pour autant, ce qui nous inquiète, c'est que désinvestir dans la coopération internationale a des incidences sécuritaires sur le long terme. C'est-à-dire que quand vous soutenez plus la bonne gouvernance, quand vous ne promouvez, vous êtes plus en soutien de l'inclusion des femmes dans les processus de paix, quand vous avez des millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, à terme, ça crée des sociétés qui sont largement instables et on l'a vu, qui des fois sont des terrains très fertiles pour l'émergence de groupes qui sont assez radicaux. Et que, en fait, ce que nous, on essaye pour revenir au narratif, c'est de dire se désengager de la coopération internationale. Oui, moi je crois qu'il y a une valeur morale, j'y crois, mais il y a aussi une valeur pour un agenda sécuritaire global. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'aujourd'hui je trouve que, et je dis très ouvertement, dans mon gouvernement, mais comme beaucoup des gouvernements européens, c'est une vision très à court terme. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de mesurer avec ce désengagement quelles seront les conséquences à plus long terme. Et je pense que moi, alors ça n'engage que moi, même pas le canton, je pense qu'on se met à risque, très, très clairement. Je pense qu'on augmente les risques.
Non, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'était pas pour répondre à ça, mais c'est ce que vous avez évoqué. Je vais aborder 2-3 petits points. D'abord, redire qu'on était dans un modèle d'aide qui était de l'aide des pays de l'OCDE vers des pays du Sud global. Ça a été le modèle dominant jusqu'à peu, et on le voit dans ce graphique qui est de 2024, donc c'est tout récent. On voit bien que les pays, vous avez à gauche la liste des pays qui donnent de l'aide. Les pays cadres, c'est les pays de l'OCDE qui adhèrent au comité de l'aide au développement. Donc c'est un dispositif voilà, sur lequel on s'engage à suivre un certain nombre de normes. Et ça norme le fait qu'une partie de l'aide publique au développement, quand on calcule les 0,X% du PIB, on a le droit d'inclure les financements qu'on donne aux réfugiés accueillis dans le pays pour 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Donc c'est normé, et c'est pour ça qu'on a eu une augmentation de l'aide publique au développement très fort après la crise en Syrie, puis après la crise en Ukraine, puisqu'il y a une partie de l'argent des gouvernements qui a été mis sur l'accueil des réfugiés. Donc ça, c'est un schéma où on voit bien que c'est les gros pays. On voit le poids des États-Unis. Donc ça, c'est 2024 avant les coupes. On voit les poids. Donc ça, c'est ce schéma. Ce qui est important de prendre en compte, c'est aussi que le monde change et que moi, vieille humanitaire, je ne le vois pas toujours changer. Mais ce qui est clair, c'est que ce modèle très européen ou occidentalo-centré est en train de changer. J'ai discuté avec une de mes collègues de Handicap International qui était à Hong Kong il y a peu de temps et qui me dit mais il y a en fait toute une philanthropie, tout un tas de choses qui se développent qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas ici dans la liste des donateurs la Chine. La Chine est la 2e puissance au monde et pour autant elle ne finance pas dans le cadre de l'aide publique au développement, mais elle a d'autres formes d'aide via des investissements, etc. Donc ce monde change et c'est intéressant de voir que les pays du Sud dans lesquels on intervient, ils ont bien compris ça. Et c'est pour ça qu'ils réagissent aussi différemment quand ils voient l'aide publique. Ils se disent, mais il y a aussi, on peut aller chercher de l'aide de la Turquie, de la Chine, etc. Et je te représente. Et puis il y a derrière, parce que vous l'avez évoqué aussi, tout ce monde de la philanthropie, des entreprises, que là aussi, nous, ONG, on essaye de naviguer là-dessus. Il y a certainement des choses à aller chercher. Je voudrais juste redonner un chiffre quand même, enfin 2 chiffres qui sont importants par rapport à ça. La fondation de Bill Gates, qui est une des plus grosses fondations au monde, qui aujourd'hui finance, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais l'aide sur le VIH, tuberculose et malaria, c'est en grande partie financé par Bill Gates. Bill Gates a annoncé qu'il allait mettre tout l'argent de sa fondation en dépenser tout l'argent et pas uniquement utiliser les revenus des intérêts. Donc c'est 200 milliards qu'il va dépenser donc en 2045, il ferme sa fondation. Il aura dépensé 200 milliards d'ici 2045, donc c'est beaucoup d'argent. Mais 200 milliards, ça ne va pas compenser les 54 milliards qu'on perd chaque année du seul budget américain. Donc c'était juste pour redonner un petit peu les ordres de grandeur. C'est incroyable que tu parles de Bill Gates parce que j'allais justement réagir par rapport à ça. On est totalement connectés. Oui, je pense que c'est intéressant de prendre le cas de Bill Gates. Bill Gates a dit il y a 5 jours, vous inquiétez pas du changement climatique. Il n'y aura aucun problème. L'intelligence artificielle va nous donner les moyens de survivre. Moi, j'ai un doute par rapport à ce narratif, parce que les scientifiques disent que si on atteint des seuils au-delà de 50 degrés, il n'y a plus rien qui pousse. On ne peut plus se nourrir. Donc, il y a des philanthropes, oui. Et alors moi, je suis très reconnaissante à Bill Gates parce que c'est un grand financeur de l'Organisation mondiale de la santé qui est à Genève. Donc oui, je m'inquiète quand même aussi des messages. Et on a vu aussi, Elon Musk a été désigné par l'administration du président Trump pour démanteler l'agence de gouvernement. Alors qu'il faut être honnête, hein, c'est de loin pas ce qui coûte le plus cher aux États-Unis. Donc je m'inquiète. En fait, ça m'inquiète aussi beaucoup parce que c'est des gens qui sont très influents, ça c'est sûr, qui ne s'appuient pas sur des données scientifiques, qui sont produites, qui sont prouvées. Pour venir aussi sur le changement de paradigme, oui, je pense qu'il y a eu
un problème, il est vrai. On a parlé de la décolonisation de l'aide. Je pense que c'est un vrai débat et qu'il faut en discuter. Et j'aimerais quand même vous dire que peut-être que le système de la coopération internationale tel qu'il a été financé n'est pas idéal. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'un des agendas de soutenir la coopération internationale, c'était aussi de sensibiliser les États récipiendaires sur des normes internationales, sur l'importance, par exemple, du respect des droits de l'homme. Ça faisait partie du dialogue. Et c'était une façon aussi de rentrer au dialogue. Quand des États très influents ont beaucoup de moyens pour investir dans des contextes et font totalement abstraction de ce volet-là, qui est quand même très important, c'est des normes internationales, j'ai envie de dire que ça m'inquiète aussi sur les nouvelles formes de coopération internationale que ça peut impliquer. Vous parlez de changement de paradigme en évoquant l'exemple du transfert du changement d'identité des bailleurs de fonds, de fonds publics à des fonds privés, des fondations, etc., qui sont elles-mêmes ultra-capitalistes, qui exploitent le Sud, etc. Est-ce que ça ne reflète pas finalement une crise démocratique en Occident ? Et quel est le discours des ONG par rapport à ça ? Est-ce que finalement les ONG ne devraient pas aussi travailler sur la crise démocratique qui est en Occident, qui est à l'origine des crises dans le Sud ? Et puis, est-ce que ça ne reflète pas finalement l'absurdité de ce modèle-là ? Et voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un certain élogisme. Donc moi, ça fait 2 ans que je travaille beaucoup avec les philanthropies. Ce qui est très intéressant des philanthropes, eux, ils sont très clairs dans leur discours. Il y a des projets sur lesquels ils croient et sur lesquels ils investissent. Ce qu'ils nous disent pour autant, c'est qu'il n'est pas question que le secteur privé ou la philanthropie se désengage d'obligations qui sont avant tout des obligations étatiques. En fait, les Nations Unies sont détenues par les États parce que c'est aussi des obligations internationales que les États ont prises et qui doivent respecter. Et la philanthropie estime, je trouve à juste titre, que c'est pas elle à compenser en fait ces financements, que ça reste des obligations étatiques. Et le fait effectivement que les États se désengage sur ces financements a une incidence aussi sur toutes ces normes internationales auxquelles moi je crois encore beaucoup, mais qu'on voit effectivement qui s'érodent. Donc c'est pour ça que la philanthropie, c'est certainement une audience qui est très importante à engager, avec toutes les limites que vous avez dit. Mais ça, je pense que Stanislas, tu pourras en parler. Les organisations ont beaucoup de lignes rouges qu'elles ne vont jamais franchir, parce qu'effectivement, ça les mettrait ça remettrait en question leur indépendance. Donc ça, il y a une bonne pratique qui est mise en place par rapport à ça. Mais pour moi, ça peut pas être le substitut à des financements publics. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Absolument. Ça pose un vrai problème démocratique que finalement des choix publics mondiaux soient influés, pris par des entreprises et non pas par des États démocratiquement élus. Et donc se dire que aujourd'hui la réponse au VIH est décidée par Bill Gates et d'autres, c'est un vrai problème démocratique. Maintenant, les ONG, c'est un peu compliqué on fait partie de ce système quelque part, et donc j'en suis bien conscient, parce qu'on est financé par ce système. Il y a des ONG qui sont beaucoup plus vocales. Vous prenez Oxfam, etc., qui vont avoir une position beaucoup plus forte. Mon point de vue personnel, qui n'engage pas l'organisation pour laquelle je travaille, est qu'on doit se repolitiser. Enfin, n'engage pas, c'est-à-dire que j'essaye de faire passer des messages, mais c'est mon point de vue personnel. Je pense qu'on doit se repolitiser. On a eu beaucoup de débats il n'y a pas longtemps sur cette question de neutralité. Moi, encore une fois, ça n'engage que moi. Je ne crois pas à la neutralité des ONG. Je crois à la neutralité opérationnelle. Vous êtes au Darfour, vous devez avoir une neutralité opérationnelle, une impartialité. Et donc intervenir de façon neutre pour pouvoir intervenir avec les belligérants, les victimes, et de ne pas faire de tri, etc. Et garder ça, ce qui est la règle fondamentale pour qu'on puisse intervenir en toute indépendance dans des contextes comme le Soudan qui sont extrêmement difficiles. Donc cette neutralité, elle est indispensable.
On est des acteurs politiques. Une ONG, ce matin, je discutais avec une des parlementaires pour défendre la notion de la solidarité internationale. Pour moi, c'est ça la politique. Et donc ce rôle-là, pour moi, on doit l'avoir. On doit avoir un rôle politique qui n'est pas un rôle partisan, mais qui est bien un rôle politique qui va dans le sens des valeurs qu'on défend. Et quand vous défendez des valeurs de solidarité, ce ne sont pas les valeurs de tout le monde. Voilà. Donc je pense qu'on a un rôle politique et qu'au regard de l'évolution actuelle, mais ça ne fait pas consensus partout. D'autres sont peut-être plus pragmatiques ou plus ancrés sur une notion de neutralité qui mettrait en distance tout ça. Moi, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui qu'on ait un rôle politique dans les évolutions actuelles. Mais c'est mon point de vue. Pour rebondir là-dessus, la question de l'engagement, de la neutralité, etc., des fois on pourrait se dire que cette partie-là elle peut s'opposer aux contraintes de plus en plus fortes qu'on a sur les financements, de travailler de manière la plus efficiente possible, de rendre des comptes. Quand les financements se tarissent, qu'on soit obligé de rendre encore plus de comptes, d'être de plus en plus efficient, etc. Ça, comme je vous disais, nous on le prend en compte dans la formation des jeunes humanitaires, mais on garde toujours aussi en tête, et c'est pour ça que dans la plupart des formations, on n'est pas des techniciens. On forme des techniciens, mais on n'est pas que des techniciens. Il y a toute la partie de comprendre le monde dans lequel on travaille, comprendre ses mécanismes, comprendre les crises, pour que n'importe qui va rentrer dans ce secteur, qui va ensuite être amené à prendre des décisions, à se positionner, le fasse sur base des principes humanitaires, sur des bases objectives des besoins, et soit aussi en mesure de dire, quand on a des contraintes qui deviennent trop fortes, quand on a des pressions politiques, eh bien, de faire porter sa voix. Donc on est toujours un petit peu entre les deux, d'arriver à la fois à répondre aux exigences qu'on nous impose. Il y a beaucoup d'ONG qui sont financées en grande partie par l'aide publique, donc c'est un petit peu... c'est pas évident d'avoir une position politique et de dénoncer ce que font les États. Quand on voit comment c'est instrumentalisé par les États-Unis, si on fait des tribunes pour protester contre le gouvernement américain, on peut s'attendre à perdre tous les financements directement. Mais nous, dans la manière dont on va former les jeunes humanitaires, on n'oublie pas cette partie-là. Cette partie de réflexion sur les principes humanitaires, sur la neutralité, sur non seulement l'efficience de l'aide aussi, mais les financements, à quel prix, et d'éviter d'être instrumentalisé là-dessus aussi. On a une instrumentalisation du débat politique qui est de plus en plus ouverte. Il y a quelques années, on nous disait les financements baissent, ou on va diminuer, c'est des arbitrages budgétaires, ou on va réfléchir ça vers de l'aide militaire, tout ça. Et là, maintenant, on a une attaque directe sur, comme on l'a déjà dit, sur à quoi sert l'aide. À quoi sert cette aide, et un discours qui dit cette aide, elle n'est pas efficace. Alors que cette aide, elle n'est pas efficace, Stanislas l'a dit, on a des contraintes d'audit, de redevabilité qui sont supérieures à ce qui se fait dans le privé, de très très loin, qui des fois sont supérieures à ce qui se fait dans le public même. Et c'est là où on se pose la question, où des fois c'est le serpent qui se mord la queue, on veut avoir une meilleure efficience de l'aide, les financements baissent ou sont plus compétitifs, on veut être plus contrôlé. Et tout bêtement, l'argent, si on veut avoir des mécanismes de contrôle, si on veut avoir des postes dans les ONG qui vont être experts bailleurs pour répondre à ces contraintes de plus en plus fortes, c'est aussi des ressources financières qui sont fléchées vers ce type de poste. Et que tout simplement, on avait la question des boarding pass tout à l'heure, c'est un bon exemple. L'aide publique au développement, on la critique, on dit qu'on n'est pas efficace, mais on demande à ce qu'il y ait des gens qui sont en mesure de produire les boarding pass pour les audits. On va nous auditer, et des fois on va nous auditer 2 fois là-dessus, et tout ça, ça a un coût. Et ça a un coût, et c'est la manière dont les organisations fonctionnent. Donc le contrôle à outrance là-dessus, qui est poussé aussi par un discours politique qui nous attaque directement, il n'est pas forcément cohérent avec la réalité. Si on creuse un petit peu, on voit que de plus en plus, il y a des ressources qui sont dédiées juste à répondre à ces contraintes. Et des ressources
humaines qui ont un coût financier qui finalement ça représente un coût important. Moi, en dehors de l'université, je travaille en contrôle de gestion pour Solidarité Internationale, et une énorme partie de mon travail, c'est pas uniquement sur l'optimisation de nos budgets, de prendre des décisions pour qu'on puisse faire coïncider besoins opérationnels et l'argent qu'on a de disponible pour ça. Et c'est, on va dire, au minimum 40-45% de m'assurer que cette optimisation que j'ai déjà faite, elle rentre dans les critères, parfois un petit peu ubuesques, de ce que nous demandent les bailleurs. Donc à la fois on nous critique en nous disant potentiellement cet argent sert à rien ou vous l'utilisez mal, alors qu'on est contrôlé, surcontrôlé, et que nous, si on avait le choix, et si on nous mettait un petit peu moins de contraintes, ou en tout cas des mesures de contrôle plus intelligentes, de manière très pragmatique, il y a des fonds qui seraient redirigés directement vers les activités, des postes de conformité bailleur. Si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. On les a aussi créés pour répondre à ces besoins-là. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, dont on nous dit vous n'êtes pas efficace, mais des fois on n'est pas efficace parce qu'on nous impose des contraintes qui fait qu'on ne peut pas l'être, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres il nous reste encore 0 minutes. Non, je crois qu'on a 5 minutes de rab, puisqu'on nous avait question au fond. Ouais, le micro arrive. Ouais. On prend les 2 questions ensemble, oui. On y répond et après on va arrêter. Je suis originaire de Madagascar. C'est un pays super riche et super beau. Par contre, on est vraiment parmi les plus pauvres. Et maintenant, parce qu'on a tous ces réseaux sociaux et compagnie, on sait pourquoi on est comme ça. Moi, ce que je demanderais vraiment à vous, c'est que vous puissiez quand même peut-être créer rapidement une commission ou une entité qui soit vraiment dans la politique, comme on l'avait déjà évoqué tout à l'heure, parce que tout vient de là. C'est beau de ramasser les sous et de les distribuer, mais c'est peut-être mieux aussi de couper ce qui fait le malheur des autres. Merci. Bon, c'est plus une réaction qu'une question. Vous parliez tout à l'heure des fonds qui, pour la coopération, qui sont maintenant, où on intègre dedans l'aide ou le financement de l'accueil des personnes réfugiées. Moi, je travaille dans le domaine des associations d'accueil des réfugiés et les fonds baissent tout autant. Et on vit exactement les mêmes contraintes, qui est de plus de contrôle sur notre travail avec des rapports et des personnes qu'on emploie exactement dans la même manière, c'est-à-dire répondre aux exigences et aux critères de nos financeurs. Et dans ce vase communicant, moi, je constate et je suis effarée par la baisse sur la coopération. Et sur le sujet politique, je vous rejoins. On n'a pas de voix, nous, comme acteurs associatifs, sur la question. Qu'en est-il des acteurs de la coopération internationale et quel mouvement? Pour moi, il y a vraiment une voie qui n'existe pas, qui est celle de tous ces acteurs de l'engagement et de la solidarité, pour qu'enfin, en fait, ce sujet devienne un sujet de société, parce qu'aujourd'hui, dans les médias, on n'en entend pas parler, et c'est des morts lentes et silencieuses, que ce soit le secteur associatif et tous les acteurs de la coopération internationale. Et je me demande, par quels moyens on va réussir à unir nos voix pour effectivement faire entendre ce qui est en train de se passer et qui est vraiment, pour moi, se fait dans le silence absolu. Oui, donc j'opposais pas l'accueil des réfugiés au travail de l'aide publique au développement. Et effectivement, le problème, il est vraiment une remise en cause de la solidarité. En tout cas, je parle de la France, en ce qui me concerne. On a une remise en cause de la solidarité de façon globale et pas que de la solidarité internationale. On n'est qu'un tout petit bout d'un mouvement beaucoup plus large de remise en cause dans un contexte économique qu'on ne nie pas, mais c'est des choix de société qui sont faits. Nous, ONG, on a un collectif avec 12 ONG sur Lyon. On se mobilise, on rencontre les parlementaires, etc. On a commencé à aussi travailler avec le mouvement associatif
en France qui a lancé un mot d'ordre le 11 octobre, si je ne me trompe pas, pour manifester. Je dois avouer que compte tenu du nombre d'associations qu'on a en France, de l'impact que ça a en termes de bénévoles, de salariés et de bénéficiaires, on s'est retrouvé à Lyon, on était peut-être 200. Je trouve que la lutte a du mal à prendre et je suis prêt à faire la convergence des luttes, mais il va falloir qu'on se mobilise. Donc oui, il faut se mobiliser si on veut défendre un modèle de société qu'on croit pertinent. C'est très intéressant votre remarque parce qu'on en discutait justement avec Stanislas juste avant. Si vous voulez, alors peut-être pour le contexte helvétique, c'est beaucoup aussi des questions d'arbitrage. Donc en fait, quand notre Parlement doit décider un budget, il le fait avec l'arbitrage pour l'agriculture, notamment. Et vous savez qu'en Suisse, il y a un lobbying de l'agriculture qui est extrêmement fort, qui est très très puissant. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, comment ça se fait qu'il n'y a pas un lobbying pour l'aide internationale ? Parce que malheureusement, si vous touchez à l'agriculture, que vous soyez pour ou contre l'armée, ça, c'est des choses qui vont faire, même en Suisse. Hein. On a peut-être moins une tradition de manifester qu'en France, mais on le fait quand même. Ça fait descendre les gens dans les rues. Et je suis d'accord avec vous qu'en fait, il y a quelque chose de très perturbant avec cette mort silencieuse, parce que j'arrive pas à comprendre, non, ça fait pas descendre les gens dans les rues. Alors nous, conscients de ça, c'est ce que je vous ai dit, nous, on travaille énormément avec notre Parlement. On essaie aussi beaucoup de donner plus de visibilité à des partenaires, parce que les partenaires, malgré toutes les contraintes, continuent à faire un travail extraordinaire. Et ça les sensibilise. Alors est-ce que ça va aussi loin qu'on voudrait ? Non. Mais c'est une façon, pour répondre aussi à monsieur derrière, c'est aussi une façon pour nous. Vous avez raison, c'est une question politique. C'est une façon pour nous d'utiliser une voie tout à fait légale pour faire valoir le bien fondé de la solidarité internationale à travers la voix de nos partenaires et souvent les témoignages extrêmement forts, en fait. Et puis la démonstration très concrète du travail et de l'impact qu'ils ont au quotidien sur les audiences qu'ils servent. Un dernier mot. Un des points que j'ai soulevé souvent avec mes collègues des ONG. J'ai peut-être tort, mais maintenant je travaille dans une ONG qui n'est financée que par des fonds publics et pas par les donateurs grand public, je me permets de le dire. Je pense qu'on a laissé souvent croire au grand public qu'on ne fonctionnait que par leurs dons, la générosité du grand public. Les ONG font des appels à dons en disant venez nous aider à sauver le monde, etc. Je caricature et c'est bien. Mais du coup, c'est compliqué aujourd'hui de dire que dans les modèles de la plupart des ONG, 50-70% des financements viennent des fonds publics du budget de l'État. Et ça, expliquer ça au grand public, c'est compliqué. C'est même parfois difficile pour une ONG de dire donnez-moi de l'argent et en plus aller dire à vos députés de défendre notre public parce que finalement, nous, on est financé avant tout par le budget de l'État. Donc là, je pense qu'il y a aussi un truc qu'il va falloir qu'on travaille, parce qu'évidemment, dans les ONG, les communicants ne veulent pas qu'on aille dire qu'on est financé par le budget de l'État. Mais la réalité, c'est que, voilà, modèle handicap international que je connais bien, 70% des budgets vient de l'État, enfin des institutions publiques. Et on dit au grand public que finalement, vous nous financez nos projets. Donc je pense qu'il y a un petit hiatus qu'il va falloir qu'on travaille et qui est un petit peu compliqué. Merci à tous. Je pense qu'on va s'arrêter là pour respecter un petit peu le temps, pas mettre en retard les prochaines conférences. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été présents.